Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agricois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Agricois. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode, une année dans. Vous savez, c'est quand un agriculteur nous raconte toutes les étapes d'une production. Aujourd'hui, on va parler de la pomme. Déjà parce que c'est mon fruit préféré et que visiblement je ne suis pas la seule puisque c'est le deuxième fruit le plus consommé en France. En premier, c'est la banane, pour ceux qui veulent le savoir. Je vous présente donc Mathieu Tissot, producteur de pommes et de poires en Haute-Savoie. Vous savez que j'adore poser des questions et il a répondu à chacune d'entre elles. La conservation des fruits, les résidus de pesticides et même les variétés, tout y passe et je le remercie vraiment pour ça. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute! Alors, d'habitude, la première question que je pose pour l'épisode, c'est comment avez-vous eu l'idée de devenir agriculteur ? Mais dans votre cas, c'est plutôt une histoire familiale. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de ce verger de pommes ? Mon grand-père a planté ses premiers vergers là sur Coponnet avec son frère, et après mon papa est revenu, sachant que mon papa était destiné pour la coiffure, et il lui a dit est-ce que tu veux revenir ? Et à 22 ans, mon père a dit oui, banco, mais j'ouvre mon salon de coiffure en même temps. Et moi, j'ai toujours vu mon grand-père qui m'a emmené dans les vergers déjà petit, mon papa dans les vergers, et moi je suis revenu aussi. Il faut savoir que moi aussi je suis double actif parce que je suis moniteur de ski aussi l'hiver. Donc voilà, donc faut savoir que l'ouverture des métiers et l'ouverture d'esprit a toujours été dans la famille, et c'est ça qui est intéressant. Et vous travaillez ici depuis ? Alors je suis depuis 2001 salarié, et après en 2005 je me suis installé. Je travaillais l'été, même depuis petit, jeune, on va dire 10-12 ans, et après j'ai toujours fait ça l'été. Et je suis revenu avec mon papa, 2001, 2005, et moi je suis tout seul, dans ce gérant d'exploitation. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'exploitation ? C'est une exploitation que de fruits à pépins, donc on est sur 2 sites de production. Coponnet, où on va dire que c'est le berceau des terrains familiaux. Le siège social est de Pringy. Et en fait, à l'origine, parce que mes arrière-grands-parents étaient négociants en vin, après-guerre, il y avait du troc, du vin contre des fruits. C'est pour ça que mon grand-père a planté les premiers fruitiers. On a toujours eu la maison familiale à Pringy. Moi, j'habite encore Pringy actuellement, sachant que les vergers sont à 20 km d'ici de mon lieu d'habitation. Et on a un deuxième site de production qui est usinant, parce on cherchait du terrain pour s'agrandir. Et ils sont à 25 km, à la lisière, on va dire, entre la Haute-Savoie et l'Ain. Donc on a 2 sites de production, 45 hectares de vergers, 45, on est plutôt avec les jeunes, 50 hectares, 10 hectares de poires et à peu près entre 40 de pommes. Les démarches, on est tout en démarche IGP Pommes et Poires de Savoie. Mon père a été président du syndicat des fruits de Savoie pendant au moins 15 ans. Moi, depuis peu, j'ai repris la présidence du syndicat des fruits de Savoie. Mais voilà, donc la passion de la Savoie, de l'IGP, de la marque territoriale a toujours été une force au sein de l'entreprise. Et moi, je ne vois pas vendre des fruits sans l'appellation Savoie. Après, il faut savoir qu'on est HVE3, donc ça, c'est un label plutôt, on va dire, qui est reconnu par le ministère de l'Agriculture. J'ai fait un épisode dessus. Voilà, donc HVE3. Et on est aussi, on a 5 hectares en agriculture biologique. Surtout avec des variétés qui tolèrent mieux à l'agriculture biologique. C'est pour ça qu'on a voulu. Il faut savoir que le verger dit conventionnel, on utilise des produits bio aussi, on essaie de travailler le plus sainement possible. Et donc donc HVE, et on est aussi on a la marque maintenant Savoie Mont Blanc qui permettent de vraiment s'ancrer sur le territoire et de dire on est sur le territoire. Et justement, là, aujourd'hui, où est-ce que vont vos pommes et vos poires ? Où est-ce que ça se vend ? Nos pommes se vendent, on va dire, principalement sur la grande région. On a quelques carreaux sur Rungis, où je vends quelques palettes par-ci, par-là. Mais en fait, grosso modo, le plus gros de ma production se vend sur la grande région Rhône-Alpes, on va dire. En marché, alors, on a tout type de commercialisation. On part de la grande surface, où on a même des supermarchés locaux qui sont reconnus localement, qui nous achètent nos fruits, des supermarchés en direct, des cuisines centrales, des magasins de producteurs,
On fait même du click and collect et on a un magasin de vente directe qui permet d'avoir un grand échantillon. Donc c'est vrai qu'on vend sur un peu tout type de marché, quoi. Et c'est vous qui travaillez tout ça ou... Donc l'avantage chez nous, c'est qu'on est producteur, mais on est metteur en marché, donc on stocke nos fruits. On les calibre, on les conditionne, on va les vendre quasiment de septembre, même du 15 août. Cette année, peut-être que on va s'arrêter fin juin. Mais l'année dernière, par exemple, on a quasiment fait toute l'année. Et après, on a fait un peu de dérivés, donc du jus, jus de pomme, jus de poire, pétillant de pomme, cidre, voilà. Donc, mais ce qu'on veut rester, c'est vraiment avec nos produits en production locale. C'est le cœur de notre entreprise, quoi. Et bah justement, pour pouvoir découvrir un peu plus comment se passe la vie sur votre exploitation, on va faire un peu le tour de l'année, mois par mois, un peu tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée de faire cet épisode parce qu'un ami à moi m'a dit pour les pommes, je sais qu'on les récolte, mais après ce qui se passe le reste de l'année, je ne sais pas. Donc on se doute tous que vous ne tournez pas les pouces. Donc l'objectif va être de savoir un peu ce qui se passe tous les autres mois, à part la récolte. Donc vous pouvez commencer par le mois que vous voulez. Quel est le plus logique pour vous ? On va partir pour moi par la taille de l'hiver, c'est-à-dire que l'arbre a plus de feuilles, donc on va essayer de faire en sorte de le tailler. Donc je vais avoir une équipe de 10-12 personnes qui vont rester quasiment de novembre à février chez moi, et ils vont tailler les arbres pour que en fait la lumière pénètre bien dans le végétal, et en plus ça va permettre de réguler la fructification, c'est-à-dire de décharger un peu l'arbre des fruits pour que ils grossissent bien, voilà. Après, on en est sur l'hiver, on va avoir aussi la plantation des nouveaux vergers. Les plantations des nouveaux vergers, donc il faut savoir qu'un verger, avant d'être mis en production, c'est au moins 4-5 ans, un peu plus pour la poire. Et il faut savoir que moi, quand je commande des arbres, c'est 2 ans à l'avance. Quand je veux avoir une variété de pommes, j'ai souvent 6 ans de délai avant d'avoir la variété, parce que 2 ans pour commander mes arbres, j'ai planté mon arbre et 4 ans avant d'être mis en production, donc c'est 6 ans. Donc quand on me dit ouais je veux telle variété, je dis oui, mais t'es prêt à m'attendre parce que c'est 6 ans, quoi. Donc voilà, c'est une période qui est quand même très longue. On va dire plantation et taille, voilà l'hiver, le gros travail. Et pour la plantation, histoire que ce soit clair, j'ai eu la question de est-ce que c'est des arbres greffés ? Pourquoi les 2 ans ? Souvent je vais choisir la variété avec un porte-greffe. Le porte-greffe, on va dire, c'est ce qui va permettre de donner la vigueur à l'arbre. Si j'ai un terrain fatigué qui pousse pas beaucoup, je vais essayer de trouver un porte-greffe fort. Si j'ai un terrain neuf, quand on dit neuf, c'est un terrain qui a jamais eu d'arbre, et je vais mettre un porte-greffe faible, parce que plus je vais avoir de la vigueur, moins je vais avoir de fruits. Donc moi, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un juste milieu pour avoir du fruit et le végétal pousse correctement. Donc voilà, parce que s'il pousse trop, ça ne me donnera pas beaucoup de pommes et pas une pomme de qualité. S'il pousse pas assez, il risque de mourir et il risque d'être rachitique et de pas donner du beau calibre. Et voilà, donc c'est tout un juste milieu, une valeur. Et entre-temps, le porte-greffe va peut-être m'aider aussi pour les pressions de campagnols, parce que les campagnols vont nous manger les racines des arbres. Donc à ce moment-là, on dit là ici il y a beaucoup de campagnols, on va essayer de planter un porte-greffe qui va supporter le campagnol. Donc en fait il y a beaucoup de choses. Voilà, faut savoir qu'on peut avoir une quinzaine de types de porte-greffes. Puis en variété, je vous en parle pas. C'est suivant trouver la variété qui va bien, au bon stade, au bon moment, à la bonne époque pour la manger et qui supporte les maladies. Donc ça aussi, c'est parier sur l'avenir, quoi. Donc c'est parier, puis parier sur le consommateur, s'il va bien aimer cette pomme ou s'il va pas l'aimer. Il y a beaucoup de choses. Je sais pas si vous voulez continuer ou si je vous arrête tout de suite pour parler des variétés, vu qu'il y a forcément une question. On peut parler des variétés tout de suite, voilà. Comme vous voulez. Alors déjà, combien vous avez de variétés ici ? Alors nous, on a à peu près une quinzaine de variétés. Alors pour moi, les vergers d'ISO, c'est faire découvrir les variétés. C'est-à-dire, les gens qui me disent « Ouais, mais moi, je veux que cette pomme ». Non, pour moi, tout au long de la saison, on peut changer, on peut s'éclater. On va dire le mot « éclater », c'est s'éclater sur les variétés de pommes. C'est-à-dire qu'en début de saison, j'ai une petite pomme qui s'appelle Delbar Estival. C'est une pomme précoce. Elle est bonne qu'un mois dans l'année. C'est-à-dire entre août et septembre. Et faut manger cette pomme-là. Faut pas me la demander au mois de novembre. Au mois de novembre, elle sera pas bonne. Donc, au mois d'août, j'ai une petite pomme qui est sympa. Après, on va passer sur une Elstar, qui est une pomme avec un peu d'acidité. Mais entre-temps, j'aurais cueilli de la Galade. Après, on peut avoir la pomme qui va se manger pour la compote ou pour les tartes. Donc la Canada grise. Après, je vais avoir la Golden. Je veux du crunch. J'ai de la Golden ou de la Pingle. Pingle, c'est un mutant de Golden. C'est une Golden on va dire qui s'est dégénérée et qui est devenue avec un peu plus d'une face rosée et qui a un peu plus d'acidité, qui a un peu plus d'arôme. Et puis après, je peux finir comme là, en ce moment, on a de la Fuji qui a vraiment du crunch, du croquant, et qui est très sucré. Et on finit là, par exemple, en ce moment avec de l'Ida Red. C'est une pomme qui se conserve très bien, qui est très douce, mais l'avantage, sa particularité, elle se conserve bien.
Donc voilà, donc on la vend maintenant. Mais en fait, il ne faut pas manger de l'Idared au mois d'août et pas manger de la Delbar estivale au mois de juin. C'est en fait chaque moment, il y a une pomme, il faut découvrir, il ne faut pas avoir peur, il faut décider. Et puis il y a des gens qui aiment l'acidité, donc on va trouver des pommes comme une Suntan qui a de l'acidité, qui va être bonne et puis qui va être bonne pour la cuisine aussi. Et puis une pomme qui aime plutôt qui est très sucrée, comme Pinova. Pinova, c'est une pomme qui est vraiment avec du sucre, de l'arôme. Quelle pomme vous pouvez me conseiller? J'ai dit, mais vous aimez déjà quoi comme pomme? Acide, sucrée, douce, crunch, pas crunch. Ah non, voilà, et en fait, on peut s'éclater avec ça. Il faut pas essayer de dire, on fait pas de pick lady, nous, parce que c'est un club. Mais quand je vois des gens qui vont attaquer, qui vont faire de la pick lady toute l'année, je dis c'est dommage parce qu'on perd. En fait, il faut découvrir. Et la découverte, c'est en essayant, quoi. Donc voilà. Je pense que malheureusement, en tant que consommateur, Voilà. on se situe par rapport aux couleurs et on tourne peut-être sur 3 références de pommes. Exactement. Je pense si on pose la question au grand public. Et alors, moi, c'est pour ça que je suis pas là en train de dire n'allez pas au supermarché, parce que moi, j'ai un groupe de supermarchés qui joue super bien le jeu et qui essaie des variétés. Et qui, voilà. C'est pour ça que je dis pas non, allez chez votre producteur, n'ayez pas peur de déguster, n'ayez pas peur de parler. Et après, moi, le but du jeu, c'est que les gens découvrent. Et puis même, ils essayent une ou deux pommes, on essaye de ne pas rester que sur la sécurité. On n'est que sur de la pomme. On n'achète pas une Rolls-Royce. Et justement, vous avez abordé aussi un point qui est intéressant. Vous prenez aussi en compte la conservation de la pomme et celles qui pourront se vendre. Alors, il y a des pommes qui vont avoir une grosse conservation. Golden, Fuji, Idared, Gala qui a tendance à bien se conserver. Puis des pommes, elles ne vont pas bien se conserver. Mais elles sont très bonnes au goût. Elles sont très bonnes au goût à certains moments. C'est-à-dire les stars, au mois de janvier, elle est plus bonne. La Delbar estivale, elle est bonne un mois dans l'année. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des pommes, elles vont avoir des particularités de conservation, mais c'est à ce moment-là qu'il faut les manger. Voilà. Mais la poire, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un panel de poires qui va me permettre on va dire qu'on va commencer la William. Mais la William, quand on est en février, c'est plus la William de France, c'est la William de l'hémisphère sud. Donc attention, parce qu'elle est bonne au mois d'août, septembre, octobre, elle va plus être chez nous, elle sera plus là, et ça va être de l'hémisphère sud, c'est de l'importation. Donc rester avec du fruit local. Et nous, au mois de février, on va avoir de la conférence et de la passe-crassade, qui est une très bonne poire. C'est pour ça que je dis, regardez déjà d'où ça vient la provenance, et c'est le plus important. Ça marche. Et du coup, si vous voulez, on peut continuer un peu. On va continuer la saison. Donc après, on arrive au printemps, donc qui est une période très importante pour nous, parce qu'on va avoir donc la floraison. Donc la floraison, on va avoir déjà le problème du gel. Donc ça fait quelques années où on a des gros soucis de gel, parce qu'il faut savoir qu'on a des hivers qui sont de plus en plus chauds, donc la floraison va être de plus en plus tôt, ce qui va faire qu'on va faire de la lutte anti-gel régulièrement en ce moment pour essayer de contrer ces chocs thermiques où la température va descendre à -3, -4, et là, on risque de perdre, donc on va faire de la lutte anti-gel. Donc on a plusieurs systèmes de lutte. Nous, on n'a pas d'eau, donc il y avait le système irrigation, on propulse de l'eau sur la fleur pour faire un glaçon, pour que ça reste à -0,5, donc la fleur ne gèle pas. Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas assez d'eau chez nous. Nous, on a des machines qui propulsent de l'air chaud, donc qui permettent de sécher le végétal, donc il est moins stressé, et donc ils permettent de plus descendre en température. Ou on va avoir des bras zéro, on va brûler du bois pour permettre de réchauffer la température ambiante. Ou on va avoir un système, nous, on peut faire sur un gros bloc, c'est l'hélicoptère, qui va permettre d'aller chercher l'air chaud qui est plus haut et qui va le plaquer en bas. Okay. Et donc, c'est pas pour aller à Saint-Tropez, c'est juste je rigole, mais quand les gens disent un hélicoptère, oui, non, il faut savoir que, point de vue pollution, par rapport aux hectares, c'est quand même celui qui pollue le moins, mais c'est celui qui va permettre de contrer cette température plus rapidement, et voilà. Donc on a plusieurs systèmes d'antigel pour permettre de limiter, et voilà. Tous ces systèmes, vous les mettez en place au moment où vous avez vu que sur la météo, on va avoir une alerte. Ou voilà, on sait que déjà, on est toujours sur nos smartphones à regarder, à se dire quelle température il va faire demain, et puis après on a des sondes antigel qui vont être dans les vergers, qui vont nous appeler sur nos téléphones en plein milieu de la nuit pour dire tiens, à cette époque-là, il faut y aller, là, il ne faut pas y aller. Ou parfois, on va se balader dans les vergers. Après, on va appeler nos collaborateurs parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul non plus. Les Frost Busters, c'est des machines qui propulsent d'air chaud. On fait 7 à 8 hectares. Donc, on en a 3 machines. Il faut 3 chauffeurs de tracteurs qui passent dans les vergers, qui repassent toutes les 8 à 10 minutes au même endroit. Voilà. Il y a 2 ans, on a commencé à 10h30, 11h le soir. Donc, il fallait jusqu'à 8h le lendemain matin. Donc, voilà. Après, il faut avoir un chauffeur qui fasse le relais par rapport aux autres parce que la personne ne peut pas faire de 10h à 8h du matin. Donc, voilà. Parce que moi, quand je fais de la lutte anti-gel, je pense d'abord à mes clients. Je me dis, moi, le but du jeu, c'est de pouvoir les livrer. C'est-à-dire que de me dire,
bah, je peux livrer mes clients, quoi. C'est-à-dire que, parce que si j'ai pas de fruits, je peux pas livrer mes clients. Mes clients, s'ils m'achètent pas mes fruits l'année prochaine, bah, ils me disent, bah, peut-être qu'ils sont pas obligés de en prendre l'année d'après. Donc, c'est vraiment important. Un minimum syndical à assurer quoi qu'il advienne. Exactement. C'est-à-dire que mon client, il a toujours été là, donc pour moi, il faut que je sois là. Donc voilà. Après, on va avoir la fleur qui va passer, donc la pollinisation. Et on va dérouler les filets par grêle pour éviter que la grêle tombe sur les fruits. Donc là, il y a bien un mois de travail pour les mettre. Hein. C'est entre 15 et 20 heures hectares pour dérouler avant l'installation, parce que l'installation, il faut les installer quand il y a les nouveaux vergers. Il faut savoir qu'on renouvelle ça tous les 10-12 ans. Juste déjà, pour repréciser, sur les points de la grêle, vous avez parlé de plusieurs systèmes. Pourquoi vous ne mettez pas les filets par grêle dès le départ? Pourquoi c'est pas, entre guillemets, posé en continu? On a 3 problématiques. On a les UV. C'est-à-dire que si on les protège déjà l'hiver, bah, ils vont être moins brûlés par les UV, donc ils vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Ouais. Deuxième chose, on a la neige. La neige qui va faire que ça va être des surcharges très lourdes aussi. Et on a quelque chose qui s'appelle l'abeille. Et l'abeille, si j'ouvre les filets, bah, l'abeille, elle risque d'être coincée dessous. Et donc, voilà, on risque de perturber l'abeille. Donc, on a ces 3 problématiques-là qui font que non. Vous les mettez Après la fleur. Ok. Et après, on va continuer. Donc après, on va faire de l'attachage, palissage des arbres pour former les jeunes arbres surtout. Et après, on va faire irrigation, voire éclaircissage manuel. Plutôt, on va être sur le juin-juillet. Éclaircir les petites pommes, les pommes déformées, tout ça, pour que les autres grossissent bien. On peut faire de la taille en verre, c'est-à-dire enlever des branches pour mettre de la vigueur dans l'arbre. Et après, on va arriver sur la période de cueillette. Voilà. Ce que je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui est fertilisation et protection de la culture. Du coup, j'ai plein de questions. Voilà, donc là, on peut dire que cette période-là, ça peut aller de mars, même février, parce qu'on va commencer les premiers argiles pour éviter que les prédateurs pondent, de février jusqu'à août. On peut faire de la protection, voire de la fertilisation, ça dépend les moments, ça dépend l'arbre, ça dépend la culture, ça dépend la variété. Voilà. Du coup, justement, pour statuer sur les pesticides, sur la protection, c'est quoi les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur un verger? Les problèmes, il y en a de nombreux. Il y a les problèmes de parasites, insectes, on a les problèmes fongiques, donc les champignons. On peut avoir les problèmes d'oligo-éléments, donc des carences. On peut avoir... Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc moi j'ai la chance, ou je me procure la chance, que je suis suivi par la Chambre d'agriculture, donc Nicolas, mon technicien. Il vient une fois par semaine dans les vergers pour qu'il puisse voir les maladies qu'il y a dans mes vergers, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas de la protection systématique. C'est pas dire le lundi je me lève, je vais aller pulvériser sur l'arbre. Le but du jeu c'est un suivi des vergers, suivant les variétés, suivant les cultures, suivant les logiciels, parce qu'on a des logiciels avec des stations météo qui vont nous dire attention, là on a un risque, là on n'a pas de risque, là le risque est faible, le risque est fort. Donc c'est tout plein de paramètres qui font que on va décider de protéger ou pas de protéger. On peut protéger avec des méthodes biologiques, des méthodes biocontrôle ou des méthodes complètement chimiques classiques. Voilà, le but du jeu c'est de protéger le plus intelligemment possible et toujours en ayant le moins de résidus, voire pas de résidus à la récolte. C'est pour ça qu'il y a des fois, on fait des essais avec certaines firmes pour essayer des produits, des alternatives. Et moi, c'est ce qui m'éclate dans mon travail. Voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand quelqu'un voit un pulvérisateur et se dit ah, on va mourir demain. Non, il peut y avoir de l'oligo-élément, il peut y avoir des produits de biocontrôle. C'est comme on dit, il y a des produits de biocontrôle qui sont intéressants, il y a des produits de biocontrôle qui ne sont pas vraiment intéressants. Après, c'est d'avoir l'intelligence de faire ça correctement et le plus sainement possible. Voilà. Justement, on se voit aujourd'hui pour pouvoir parler aussi de toutes ces techniques. Il y a souvent cette image-là, qui se justifie dans les chiffres aujourd'hui au niveau national, mais que la pomme est le fruit le plus traité, avec le plus de résidus, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces questions-là? Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre verger? Déjà en résidu, je vous dis, non, c'est pas vrai, c'est pas la pomme qui est... Voilà. Après, la pomme, le pot traité, oui. Alors, après, je dis pas que non, je dis pas oui. Il faut savoir que plus la culture va être longue, plus il va y avoir du traitement. C'est-à-dire que il y a une variété qui est très reconnue médiatiquement. C'est celle qui va fleurir le plus tôt et qui va se cuire le plus tard. Donc celle-là, sans donner de nom, c'est la Pit Lady. Donc il faut savoir que celle-là va avoir tendance à avoir beaucoup plus de traitement. Une cerise aura moins de traitement
qu'une pomme, parce qu'il faut savoir qu'elle va fleurir quasiment en même temps que la pomme, voire un petit peu plus tôt, mais elle va se cueillir beaucoup plus tôt. Nous, une pomme va aller quand même plus long dans le temps, donc ça fait que, bah oui, il y aura un peu plus de traitement, voilà. Moi, le but du jeu, c'est quand je vais, parce que dans le cahier des charges IGP, je dois montrer mes résidus. Donc moi, le but du jeu, c'est quand j'ai trace ou non détecté, eh ben, j'ai tout gagné, quoi. C'est-à-dire que moi, quand mon gamin il va dans le verger, je me fais pas de soucis, je lui dis je peux manger une pomme, je me fais pas de soucis, il peut manger la pomme de mon verger. Après, je dis, une année pluvieuse comme cette année, c'est sûr que j'ai plus traité en période pluvieuse qu'une année comme l'année dernière où c'était beaucoup plus sec. Et quand vous dites plus traité, c'est du coup vous faites des traitements classiques, on va dire conventionnels, Classique ou biocontrôle, ou voilà. Après, ça dépend. On a eu des périodes où on a 60 mm de pluie. Bah, à ce moment-là, on va peut-être faire des produits qui sont beaucoup plus costauds parce que c'est 60 mm de pluie qu'une pluviométrie de 5 mm. En fait, on va essayer d'analyser qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. On va pas être dans systématique, on va pas essayer de là en dire on met le produit le plus costaud à chaque fois. Non, non, non. Le but du jeu, c'est de dire tiens, ce produit-là, il met pas de résidus, mais pour 5 mm, il est bon. Pour 60 mm, ce produit-là, il va pas pouvoir tenir. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Mais bon, moi, le but du jeu, il faut savoir que la tavelure, c'est une période de mars à juin. C'est les champignons qui font les grosses taches. Ouais. Voilà les grosses taches. Et ben, si j'ai pas eu en cycle primaire de maladie, j'ai pas besoin de faire de secondaire. Donc, c'est-à-dire juillet, août, septembre, j'ai pas besoin de traiter. Si j'ai cette maladie au mois de mai, juin, eh ben, je suis obligé de traiter juillet, août pour protéger, pour pas en avoir dans les frigos et que ça se développe dans les frigos. Donc là, si juillet, août, je traite, ben, j'aurai des résidus. Donc, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Est-ce qu'il faut mieux protéger correctement de mars à juin et de ne pas traiter juillet-août, ou de faire ça moyennement au mois de mars-juin et de devoir le faire en juillet-août et d'avoir des résidus sur mon fruit? Il y a des résidus parce que c'est à ce moment-là que la pomme se forme. Et la forme, et puis en fait, elle n'a pas le temps c'est comme nous, hein, celui qui fume, c'est quelqu'un qui fume une cigarette, et ben pendant 3 mois il fume pas, ben, il aura plus de nicotine, moins de nicotine que celui qui a fumé la veille ou l'avant-veille, ou celui qui prend de la drogue, quoi. Voilà, on va être clair. Voilà, non mais je suis tout de suite dans l'extrême. Mais après, on va faire avec des produits bio aussi. Voilà, on va faire du cuivre, on va faire du truc. Il faut savoir que maintenant, en France, même en Europe, on va être limité. Les produits sont plus du tout comme mon grand-père faisait, comme mon père faisait. Il faut savoir qu'il y a déjà eu une amélioration entre mon grand-père et mon père, et comme moi je fais. Il faut savoir que maintenant, c'est très ciblé, très spécifique. Avant, on faisait un produit, ça tuait tout, au moins on était tranquille. Maintenant, c'est, on va dire, on est petits chimistes, hein, c'est-à-dire un petit peu pour le puceron, un petit peu pour ci. C'est pour ça quand on dit la France utilise plus de produits chimiques qu'avant. En fait, ils faisaient un produit, ils tuaient tout, au moins on était tranquille. Maintenant, c'est un produit pour le puceron, un produit pour le psyll, un produit pour ci, un produit pour ça, voilà. Donc, c'est sûr quand on ramène au kilo, eh ben, on consomme plus qu'avant, mais sauf que c'est beaucoup plus sain qu'avant. Par contre, ça demande du coup à vous d'avoir beaucoup plus de surveillance. Voilà, stratégie. Il faut savoir que là, actuellement, je suis une attaque de pucerons sur les poiriers. Et ben voilà, il faut que j'essaie de limiter la chose. Donc, je vais faire des savons, des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus spécifique. Donc, c'est sûr que le pulvérisateur, il va sortir plus souvent qu'avant. Et du coup, là, on a fait la période de floraison. Floraison, été, estival, éclaircissage, voilà. Et on va arriver à la période de cueillette. Ouais. Pour nous, la période de cueillette, c'est 2 mois dans l'année. Ouais, 15 août, 15 octobre. Et il faut savoir que c'est le travail d'une année. Hein. Et donc là, on va cueillir. Donc on monte à 70 personnes sur l'ensemble de l'exploitation. Donc aussi bien au conditionnement où j'ai 10-12 personnes, calibrage, que à la cueillette qui vont cueillir les pommes parce que c'est cueilli tout à la main. C'est pas des machines. Et en fait, suivant les variétés, il va y avoir une période de cueillette. C'est-à-dire que on a parlé, il y a certaines pommes, la Delbaris va se cueillir au 15 août, elle se cueille pas au 15 octobre. La Fuji va se cueillir plutôt au 15-20 octobre. Voilà. Donc, et on va faire des analyses de maturité pour savoir si elles sont mûres ou pas mûres. Et après, on va les conserver. Donc, nous, on calibre tout de suite à la cueillette. Comme ça, on enlève les petites, les grosses. On essaie de savoir nos calibres. Et après, on va les stocker en chambre froide. Des chambres froides qui s'appellent atmosphère contrôlée. On va enlever l'oxygène de cette chambre froide et le CO2. On va monter l'azote qui était à l'origine à 79%, parce qu'il y a 21% d'oxygène dans l'air. Et on va le monter à 95%, l'azote, pour pouvoir ralentir la respiration de la pomme, tout avec la chambre froide, ce qui va me permettre de garder des pommes quasiment une année. Les dernières pommes, on va les vendre au bout d'une année. Et donc voilà, et après on va mettre en marché, suivant les commandes, voilà. Il faut savoir que nous, il y a 2 grosses périodes de vente, tout de suite à la cueillette, octobre-novembre. En décembre, on est plus sur de l'agrumes, voilà, donc les gens ça va se diminuer un peu la pomme, mais la pomme et la poire.
Et après, on reprend en janvier, février, mars, où il n'y a pas encore les fruits d'été, pas de fraises, pas de choses comme ça. Et les gens sont sur les pommes. Et voilà, donc on a 2 périodes de vente. Donc il faut savoir que nous, on est des gros consommateurs d'électricité pour conserver les pommes. Donc là, cette année, par exemple, on est à x2, x3 d'augmentation d'électricité pour le stockage des fruits. Et après, on va avoir des personnes, 8-10 personnes tout au long de la saison qui vont conditionner les pommes, les mettre en plateau, en barquette, en sachet, pour les envoyer en linéaire de grande surface ou de magasins de producteurs. Et j'allais te demander justement sur le stockage, c'est super intéressant que vous nous l'ayez décrit, parce que je pense qu'il y a un peu l'idée que c'est congelé ou c'est stocké d'une autre façon, ou il y a des produits qui sont mis de conservation. Non, il n'y a pas de produit. Alors nous, en IGP Pommes pour savoir, on n'a pas le droit... Parce qu'il y a ce produit de polémique de conservation, on n'a pas le droit au traitement après-récolte, donc ça c'est net, clair et précis. Le but du jeu, c'est d'avoir un produit déjà sain dans le verger, parce que s'il n'est pas sain, il ne sera pas sain en conservation. C'est pas méchant, mais c'est pas comme le vin, ça se bonifie pas, quoi. Donc, nous, ça peut que se dégrader. Donc nous, il faut que le produit soit déjà sain en entrée de station pour qu'il soit sain en sortie. Parce que si une pomme elle est déjà à moitié pourrie et moitié truc en rentrée, elle va jamais être belle à la sortie. Donc déjà nous, c'est d'avoir un produit qui soit pas tapé à la cueillette, qui soit sain, qui soit vite mis au froid, qui soit stocké et qui soit surveillé. Donc on a des logiciels qui permettent de surveiller dans les chambres froides le taux d'oxygène, le taux de CO2. Donc on a des ordinateurs, voilà, et on essaie de gérer ça pour être le plus fiable possible, quoi. Donc cette année, même en plus, moi j'avais la problématique d'être un gros consommateur d'électricité. Donc j'ai essayé de couper l'électricité la journée pour plus consommer la nuit parce que ça me coûtait moins cher. J'ai essayé de piloter au mieux possible ma consommation pour diminuer mes coûts électriques. Et voilà. Donc j'avais une problématique en plus que des autres années pour essayer d'être le plus performant et puis que mon fruit ressorte sainement, quoi. Voilà. Et j'allais demander, justement, on a parlé des variétés qu'on doit s'adapter, oser découvrir de nouvelles variétés. Et il y a aussi la question du calibre qui m'interpelle beaucoup. J'ai eu d'ailleurs au passage la question pourquoi on a des belles pommes au supermarché, ça semble pas très naturel, pourquoi elles sont toutes pareilles. Il y a un peu l'idée, les consommateurs n'acceptent pas des fruits moches, mais j'ai aussi l'impression que vous, il y a certaines exigences de calibre. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? On est à 7 à 8 tailles de pommes différentes, c'est-à-dire que les très petites qui vont partir à l'industrie, un peu plus grosses qui vont partir pour les sachets, les petits calibres pas chers, un peu plus grosses pour les barquettes, après on va pour le plateau, et on va finir pour les vracs ou les trop grosses pommes qui vont partir ailleurs, ou voir les très grosses pommes qui repartent à l'industrie. Faut savoir que nous déjà c'est normalisé, c'est-à-dire qu'on va avoir l'interfell qui peuvent nous auditer en sachant que les calibres sont pas bons. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre les pommes tout en vrac. Des plus petites aux plus grosses, il faut qu'elles soient normalisées. D'accord. Ça c'est une règle européenne, je crois, où je ne peux pas mettre mes pommes en vrac comme ça. Si c'est en vrac, on va voir le vrac va être un panel plus grand. Si c'est en plateau, rangé normal, il faut que ça soit assez strict en calibre. En termes de taille. Taille, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a une calibreuse qui va calibrer le fruit et qui va me permettre de me dire tiens, tu as tel calibre, tel calibre, tel calibre, tel calibre. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous allez trouver un calibre tout homogène tout le temps en grande surface. Voilà. Moi après, il faut savoir que pour l'abricot, pour la pêche, c'est pareil. Nous, on va être en grammes pour la pomme, on va être en diamètre pour la poire, on va être en chiffres, c'est des A, double A ou pour la pêche ou pour l'abricot. Il faut savoir que voilà, il y a des normalisations avec chaque fruit, voilà. Donc nous, c'est pas ce qui nous arrange le plus, mais... Ça peut être un point à questionner pour l'évolution des filières, parce que... De toute façon, dans le linéaire, il y en a certains qui vont des petits, il y en a qui vont des gros, il y en a... Voilà. Donc au moins, voilà, tout le monde a un calibre qu'il a envie, et suivant le prix. Après, moi, je vais vous dire, il faut pas dire que les petites pommes ou les grosses pommes ont le même goût. Moi, j'ai une variété de pommes, par exemple, plus elles sont grosses, plus elles sont bonnes. Elles sont sucrées. Plus elles sont petites, moins elles sont sucrées. Et ça, c'est cette variété. Mais il y a des variétés de pommes qui vont être du petit au gros, qui vont avoir le même taux de sucre. Voilà, ça c'est aussi variétal. Après, on va avoir des typologies suivant les variétés. Par exemple, une Gala, c'est pas très gros. Il faut savoir que c'est plutôt petit. Et on va avoir une variété comme Fuji, ça a tendance à être gros. Voilà, c'est suivant la variété de pommes. Et après, qu'elle n'ait pas de défaut, etc. Alors ça, c'est manuel. Et ça, entre guillemets, c'est suivant avec notre acheteur ou voilà, qu'on va se mettre d'accord en disant... Moi, c'est comme je disais toujours, je ne suis pas là en train de dire oui, vous pouvez acheter les mauvaises aussi. Moi, quand je veux acheter une salade, j'achète souvent la belle salade, j'achète pas la moche salade. Je disais, mais après, voilà, si elle a un petit coup, il ne faut pas croire qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Bon, après, c'est suivant les personnes, sur les gens.
J'ai parfois mon gamin, je le vois faire, je lui dis, mais prends que la bêche. Je lui dis, mais pourquoi tu prends pas la bêche? Ah, parce qu'elle est plus jolie. Eh ben, même mon propre gamin fait comme ça. Oui, c'est l'image du beau fruit bien lumineux. Mais après, voilà, on essaie de travailler un maximum. Mais c'est vrai sur l'ensemble du lot, on y a bien 20-30% on va écarter du fait qu'il y a un petit défaut, il y a un petit quelque chose, voilà. Et vous les revalorisez d'une autre façon, en jus de fruits ou autre? Industrie ou parfois une autre filière, mais voilà, c'est moins bien valorisé que si je la vends directement. Mais voilà, j'ai pas bien le choix. Et puis il faut savoir que, comme je vous parlais des produits de traitement tout à l'heure, on a de moins en moins de trucs et donc il y en a de plus en plus et voilà. Et justement, sur tous ces systèmes, les systèmes par agrège, je sais que c'est quand même assez coûteux. La question des produits de biocontrôle ou des alternatives aux produits conventionnels peuvent être aussi assez coûteux. Comment vous vous y retrouvez justement dans ces nouvelles problématiques, ces nouveaux enjeux au niveau financier? Ça s'équilibre assez Non, ça ne s'équilibre pas, mais après, suivant des cahiers des charges, suivant les choses, suivant moi, ma mentalité, et ben voilà, ça permet de me dire, bah voilà, par exemple, vous qui venez aujourd'hui, bah, je peux vous exprimer, bah voilà, pourquoi je fais ça, j'essaie de voir le lendemain, quoi. C'est-à-dire que c'est facile de dire je vais polluer, je fais bidule, mais non, moi le but du jeu c'est que je donne demain aux consommateurs quelque chose de sain, de plus sainement possible, et j'espère que la génération d'après sera encore plus saine que moi, et en fait, moi je suis dans une démarche de progrès, quoi. C'est-à-dire que voilà, après tout n'est pas parfait, mais j'essaie au moins de dire je suis dans ceux qui sont en avance et je suis pas ceux qui sont à la traîne. Après, on se fait critiquer quand même par les gens parce que les gens ont beaucoup de méconnaissances et c'est un peu le gros problème qu'on a, c'est que les gens méconnaissent ou par rapport à un article type ou une émission type, et ben les gens vont écouter que cette émission, ils vont pas écouter l'agriculteur, pourquoi et comment ça se fait et comment il réagit, quoi. Voilà. Et justement, pour parler d'un enjeu important, c'est quel est l'impact du changement climatique aujourd'hui sur votre exploitation? Quelles sont les premières choses que vous voyez? Et comment vous essayez de vous y adapter ces dernières années? Alors c'est de plus en plus dur parce qu'économiquement, l'entreprise est toujours à la merci de l'aléa climatique. Donc on n'a pas dans les finances, on va dire, je ne suis pas là pour pleurer, mais on n'est pas dans des finances très très saines. Mais il faut savoir que il nous manque d'eau, donc il faudrait faire des rétentions d'eau pour qu'on puisse continuer à produire par chez nous. Pour le gel, faut toujours lutter contre le gel, essayer d'avoir des méthodes. Pour le gel, il faut savoir que le gel, c'est pas simple parce que en ce moment, c'est que les méthodes fossiles qui vont nous permettre de se défendre contre le gel. Pour moi, c'est plutôt variétal, essayer des variétés peut-être qui sont tolérantes ou des porte-greffes, mais il y aura toujours des méthodes qu'il faudra qui nous aident pour pouvoir passer ces ADR. Et il faut savoir que nous, on est dans les Savoies. Normalement, on n'est pas en manque d'eau, on n'est pas ça, mais on commence à souffrir aussi, nous, de tous ces aléas climatiques. Voilà. Donc, on essaie vraiment de prendre de l'avance, malgré que un verger, on fait un verger pour 25-30 ans. On ne fait pas un verger, on ne change pas le verger toutes les années. Donc, quand on a planté un verger, c'est pour 25-30 ans. Donc, faut qu'on ait une vision presque de 30 ans. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup à vous pour avoir répondu à toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous les ferai passer, comme ça on pourra continuer l'échange sur les pommes. Super, merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et on se retrouve plus tard. À bientôt. Yeah.